de l'immigration. Il y avait aussi tout un tas de personnes auxquelles on avait acheté des marchandises volées. Vous savez, j'ai perdu le compte de combien on en a arrêté. Ensuite, il y a eu les procès et les auditions, et ça a été violent. Je n'ai jamais rien vécu de pareil. C'était violent. J'avais toujours dit, on n'aura même pas besoin d'aller jusqu'au procès, on avait tout enregistré. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire pour leur défense? On était attaqués en permanence. Mais ils n'attaquaient pas seulement les éléments à charge, ils s'en prenaient aux agents personnellement. Ils inventaient des histoires sur nous, ils étaient prêts à tout, ils auraient fait n'importe quoi. Ils ont appris que j'étais en plein divorce. Un avocat à leur solde a pris contact avec ma femme pour lui proposer gratuitement ses services, à condition qu'elle coopère avec eux. Et elle a accepté. Elle leur a donné tout ce qu'elle a pu comme élément contre moi. Mes chèques refusés par la banque, mes cartes de crédit. Et vous savez ce qu'ils ont appris avec tout ça? Que j'étais fauché, que j'avais pas un sou. Huit membres du Congrès, un sénateur, tous condamnés. Nous n'avons pas perdu un seul procès. 14 demandes de révision de procès déposées auprès de la Cour suprême ont été refusées. C'est la preuve indéniable que nous savions ce que nous faisions. Pendant ce temps, Piston, malgré l'épisode du bateau, continue de grimper dans la hiérarchie au sein de l'équipe de Sonny Black. Mais tout va très vite se compliquer. On a continué, mais il y avait des tensions dans la famille Bonanno. Un incident a éclaté. Pour moi, tous les succès qu'a pu remporter le FBI dans son combat contre la Cosa Nostra jusqu'à aujourd'hui découlent de cet incident. Trois chefs mafieux ont été assassinés par des membres de la famille de Sonny Black. Donc ça a commencé à canarder de tous les côtés. Et moi, j'étais en plein milieu, puisque j'étais bien avec Sonny Black. Sonny Black, de son vrai nom Dominic Napolitano, nous a dit à tous les deux au même moment « Je vais proposer que vous deveniez membre de la famille Bonanno ». Ça devait être en janvier 1982. J'avais passé 6 ans infiltré au milieu de ces types. Pourquoi pas mettre la cerise sur le gâteau et devenir un affranchi? Mais pour devenir un affranchi, Piston doit tuer quelqu'un. Sonny Black me donnait un contrat pour tuer un individu du nom de Bruno Indelicato. Si ton chef te donne l'ordre de descendre quelqu'un, tu dis d'accord et tu obéis. Tu ne demandes pas pourquoi, tu ne refuses pas de le faire. Sinon le prochain à se faire buter, c'est toi. On ne pouvait pas laisser faire ça. Donc, tous ces facteurs m'ont fait comprendre que le moment était venu de mettre fin à la mission d'infiltration de Joe. Mais avant ça, on a décidé de mettre en place des écoutes et des micros à certains endroits, car on savait qu'il y aurait des réactions quand ils apprendraient que Joe était un agent du FBI. On a d'abord dit à Sonny Black que Joe était un agent infiltré et qu'il bossait pour le FBI. Et Sonny ne nous a pas cru. Il s'est rué sur son téléphone et dans les premiers coups de fil qu'on l'a entendu passer, il disait « Les mecs du FBI ont kidnappé Denis et ils essaient de nous faire croire qu'ils bossent pour eux. Alors faites gaffe à ce que vous leur dites. » Mais finalement, la mafia comprend tout et la tête de Piston est mise à prix 500 000 $. Il change d'identité. Pendant ce temps-là, Sonny Black est liquidé. Piston passe des années à se faire débriefer, à témoigner dans les procès et surtout à aider ses collègues à poursuivre leur chasse. À cause de ce qu'on avait découvert,
On savait que la seule solution était de procéder à long terme. Il fallait appliquer à cette enquête ce qu'on appelait à l'époque la théorie de l'entreprise. On allait remonter échelon par échelon jusqu'au sommet de cette entreprise que représentait une famille mafieuse. Une loi a été votée en 1970 contre l'association de malfaiteurs. Elle s'avère le moyen parfait pour piéger les parrains à travers l'organisation. Gotta be honest with you, I'm not getting any satisfaction from my work either. Why? All because of Rico. Is he your brother? No, the Rico statutes. Oh, of course, right. Le concept qui sous-tend Rico est le suivant. Si j'arrive à établir que vous dirigez une entreprise, un groupe, dont le but est de commettre des crimes et de tirer profit d'activités criminelles, si donc je peux démontrer, et c'est un aspect capital, que c'est vous qui dirigez ce groupe, que c'est vous le boss. Et si dans le même temps, j'arrête un de vos sous-fifres en train de commettre un crime au nom de ce groupe, alors, grâce à Rico, je peux vous inculper, vous, le boss, de ce crime. L'idée, c'est que de par la structure même de l'organisation, vous tirez profit des actes de ce sous-fifre et donc que vous êtes responsable de ces actes. C'est ça la beauté de Rico. Mais pour appliquer cette loi, il faut accumuler les preuves et celles fournies par les infiltrés ne suffisent pas. Il faut multiplier les indices et trouver des informateurs de plus en plus haut placés. Autrement dit, jouer avec le feu. Quand le bureau a décidé de s'attaquer sérieusement au crime organisé, il était évident que pour arriver à quelque chose, il nous fallait des informateurs au sein de la famille. Plus l'informateur était bon, plus le dossier serait bon. Plus l'informateur était haut placé dans la famille, plus on avait de chances d'avoir des informations de bonne qualité. Le problème était que pour avoir ces informateurs, il fallait établir des relations avec des affranchis, avec des membres d'une organisation criminelle. Et ce sont des gens qui, par essence, sont profondément mauvais. C'est en commettant des crimes qu'ils deviennent affranchis. Et ils ne vont pas s'arrêter de commettre des crimes juste parce qu'ils deviennent informateurs pour nous. Alors c'est ça le revers de la médaille, et il est lourd de conséquences. Je suis persuadé que sur le moment, la plupart des agents font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas franchir la ligne blanche, mais parfois cette ligne n'est pas aussi facile à définir qu'on le voudrait. La motivation de ceux qui deviennent repentis ou informateurs, c'est soit l'argent, soit la vengeance, soit l'espoir de sauver sa peau. On fait tout ce qu'il faut faire pour gagner sa confiance. Et c'est ça le principal problème quand on essaie de développer des sources à l'intérieur du crime organisé. Ils savent aussi bien que nous que s'ils sont découverts comme indicateurs, ils seront immédiatement éliminés. Ce sont des gens sympathiques, ils peuvent être agréables à vivre et de bonne compagnie, mais il faut bien garder dans un coin de la tête que ce sont des gens qui tuent, qui volent, et qui sont prêts à tout pour continuer à vivre comme des criminels. Tant qu'on a cette vision, tant qu'on garde ça à l'esprit, alors il n'y a pas de problème. L'informateur de De Vecchio s'appelle Greg Scarpa, petit capot de la famille Colombo, mais grand tueur devant l'Éternel. Scarpa nous a fourni la majeure partie des informations qui ont permis de mettre sur écoute la famille Colombo et qui ont largement contribué à l'arrestation des chefs des 5 familles de New York. Il est très rare que quelqu'un comme ça vienne parler aux autorités. Il y a 15 ans, personne ne trouvait ça gênant. Les gens n'y voyaient aucun problème. Prenez Sammy Gravano, un underboss. Il plaide coupable pour 19 meurtres. On l'a fait témoigner à la barre et on a négocié un accord qui réduisait sa peine à un total de 5 ans de prison. Aujourd'hui, on me tomberait probablement dessus si je suggérais une chose pareille. Mais il y a 15 ans, tout le monde comprenait que c'était le genre de choses qu'il fallait faire. Les techniques que nous utilisons sont illégales dans certains pays. Ce que nous, on appelle des informateurs ou des agents infiltrés, cela s'appelle des agents provocateurs dans de nombreux pays qui interdisent cette pratique. De provocation en provocation, le FBI déclenche involontairement une guerre des chefs qui va aboutir à la mainmise d'un homme sur toute l'organisation, le capo di tutti capi,
John Gotti.